Très bien. Avez-vous d'autres sujets à aborder? C'est la question balai, comme d'habitude, à chacun de nos entretiens d'actualité. Il y a évidemment à chaque fois 50 000 questions qu'on laisse de côté. Mais j'en retiendrai trois, venues toutes les trois des États-Unis d'Amérique. La première, c'est la réponse cinglante que Trump a faite à Macron sur l'Iran. Parce que voilà que Emmanuel Macron avait fait des déclarations en indiquant quasiment que les États-Unis avaient décidé ci et ci et ça. Décidément, Macron ne manque pas d'air. En fait, bon, non, enfin, franchement, quand on est un Macron, face à quelqu'un de par ailleurs qui est assez soupe au lait et qui a une forte personnalité, qui est Donald Trump. Donald Trump d'ailleurs qui caracole avec des taux d'approbation dans l'opinion publique qui laissent très très loin derrière Macron. Quand on a un sens du poids respectif des deux pays, on ne s'amuse pas à parler au nom des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, c'est stupide. Parce qu'en Macron, en se donnant un peu l'impression de rassembler l'opinion de tout le monde, y compris des États-Unis d'Amérique, risquait ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire une réponse cinglante de Trump, qui lui a dit en substance, je me rappelle plus les mots exacts, enfin les mots de Trump, ça a été bon, j'aime bien Emmanuel Macron, tout le monde le connaît, je crois qu'il a dit ça, tout le monde le connaît, c'est pas forcément très gentil. Je connais bien Emmanuel Macron, mais personne n'a le droit de parler au nom des États-Unis d'Amérique. Ce sont les États-Unis d'Amérique, eux et eux seuls, qui parlent en leur nom. Voilà, c'est-à-dire un aller-retour. Voilà, c'est mérité. D'ailleurs, jamais un chef d'État digne de ce nom, tout le monde a à l'esprit Charles de Gaulle, se serait permis de parler au nom des États-Unis d'Amérique, au nom de la reine d'Angleterre, au nom du Soviet suprême de l'Union soviétique, ou au nom du roi du Tonga. Enfin, ça ne va pas. Quand on est chef d'État, on est chef d'État. Je crois que Macron n'a pas bien compris ce que c'est qu'un chef d'État, en fait. Je crois qu'il n'a toujours pas très très bien compris. C'est comme lorsqu'il avait fait son discours à la Sorbonne, vous savez, son premier discours sur la réforme de l'Union européenne de ce qu'il voulait. C'était fin 2017. Il avait fait venir à la tribune de l'Assemblée de la Sorbonne des drapeaux, de tous les drapeaux des autres pays d'Europe. Un chef d'État n'a pas le droit de faire ça. Le chef d'État français n'a pas le droit de parler devant des drapeaux d'autres pays qu'il a réunis pour sa propre initiative. Oui, il peut le faire aux Nations Unies, ou il peut le faire dans une réunion justement des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Si là, il y a les 28 avec les 28 drapeaux et qu'il prend la parole et qu'ils prennent la parole à tour de rôle, là, il a le droit de le faire parce que tout le monde est représenté. Mais Macron s'était permis, comme ça, de dire, alors voilà, ce que je pense de l'Europe, on va faire ci, on va une défense européenne, on va faire ça, on va faire un impôt européen, nani nani nanana, nanani nanani nanana. En réalité, les autres chefs d'État et de gouvernement, ils ont regardé ça comme ça, puis après ils ont éteint le poste, ils ont dit bon allez on change de sujet, et puis voilà, rien. Les déclarations qu'il avait faites, qui avaient été reprises dans les journaux, les journaux, 2 jours après, ça servait à emballer les œufs sur les marchés, tout le monde s'en fichait. Voilà. Eh bien Macron a cru pouvoir faire la même chose avec Trump, d'où la baffe à Trump. Ce que je dis là doit être disjoint de la position actuellement de Macron sur l'Iran, et qui est la position voulue par le Quai d'Orsay, qui est une position qui est quand même, pour le coup, que j'aurais plutôt tendance à soutenir, qui est quand même une position prudente, et qui évite de jeter de l'huile sur le feu, et qui voudrait que les États-Unis reviennent un petit peu au bon sens sur l'affaire iranienne. Parce que actuellement, les États-Unis, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais les États-Unis, avec Trump, ont démoli à peu près tous les traités comment dirais-je, de contrôle des armements nucléaires avec la Russie. Il n'y a plus que le dernier New Start, je sais plus quoi, qui existe. Mais il n'y a plus qu'un seul traité maintenant qui fonctionne. Le résultat, c'est que les États-Unis ont dit qu'ils allaient installer en Asie des missiles allant de 500 à 5500 kilomètres de portée, ce qui fait que d'une part, Vladimir Poutine en Russie a dit que l'ensemble de l'édifice de protection et d'architecture pacifique du monde est en train de s'effondrer, ce qui a valu également au président Trump la réaction extrêmement courroucée des Chinois qui ont dit qu'ils ne laisseront pas les États-Unis installer en Asie-Océanie des missiles qui viseraient directement le territoire de la République populaire de Chine. La République populaire de Chine, dont le budget maintenant militaire avoisine au moins les 20% du budget américain en matière d'armée. Les Russes comme les Chinois mettent un paquet énorme en ce moment sur la rénovation et la progression de leurs forces militaires.
Trump joue avec le feu sur ces histoires. Donc de ce point de vue-là, plutôt que Macron qui se permet de parler face à Trump, un vrai chef d'État, en tout cas c'est ce que j'aurais fait si j'avais été élu, sur l'affaire iranienne, aurait défendu une ligne voisine de celle de Macron et des questions européennes, c'est-à-dire tout faire pour maintenir les liens avec l'Iran et pour maintenir l'accord qui avait été obtenu sur l'affaire de l'enrichissement avec l'Iran, et donc de ne pas pousser à la guerre comme le veulent les États-Unis d'Amérique. Mais par ailleurs, un chef d'État français digne de ce nom devrait demander, réunir à la limite le Conseil de sécurité des Nations Unies, prendre à témoin l'opinion publique mondiale sur le fait que l'ensemble de l'architecture pacifique internationale, de tous ces traités qui, dans les années 70, à partir de la détente lancée en 1966 par Charles de Gaulle, les années de détente Nixon, Kissinger, etc., les années 70-80, qui avaient abouti aux négociations SALT 1, SALT 2, etc., de limitation des armements nucléaires, mais tout ça est en train de voler en éclats, et ça, c'est extraordinairement inquiétant. Deuxième information venue des États-Unis, l'affaire du bœuf américain. On a appris ces jours-ci que non seulement nos parlementaires français, comme vous le savez, ont accepté de ratifier le CETA, donc l'accord avec le Canada pour faire venir en France, en fait, du bœuf aux hormones, etc. Enfin, des viandes dont on ne pourra pas garantir qu'elles n'ont pas eu des traitements aux hormones ou qu'elles nourrissent aux OGM, enfin j'en passe, et des pires. Et j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de le dire, je le rappelle, tout ça au même moment qu'on faisait venir le sketch de cette Greta Thunberg, dont on a appris il y a quelques jours qu'elle allait maintenant aller aux États-Unis sur un yacht dirigé par un membre de la famille princière de Monaco. Pierre, je crois, Casiraghi, qui est un des membres de la famille princière, et qui est un des fils, je crois, de Caroline de Monaco et de son premier mari, Stefano Casiraghi, qui était mort dans un accident de bateau, que ce navire est sponsorisé par le Yacht Club monégasque, est sponsorisé par BMW, qui est quand même une entreprise automobile spécialiste quand même des grosses cylindrées, etc. Enfin bon, tout ça, ça tourne à la pantalonnade générale, cette affaire Greta Thunberg. Je ferme cette parenthèse sur l'affaire Greta Thunberg, qui était là. En réalité, c'était le, comment dirais-je, la Greta qui cache le CETA. Hein. Mais en réalité, pousser la Greta, en fait, c'était le CETA qui est un accord totalement contradictoire avec les principes de défense de l'environnement. Et ce qu'il faut savoir, ça a été assez discrètement fait, c'est que l'Union européenne a augmenté, je crois, les quotas de bœuf américain, justement aux hormones, tout ça, qui vont pouvoir arriver dans l'Union européenne, tout ça, dans le plus grand silence de M. Jadot, dont je rappelle que M. Jadot a fait une percée aux élections européennes, et que des Français, des électeurs, ont eu la naïveté d'aller voter Jadot parce que Jadot disait des choses sympathiques et voilà, il faut se défendre l'environnement. Maintenant que Jadot est député européen, qu'est-ce qu'il fait pour l'environnement? Rien. Il ne peut rien faire. Il a validé auprès des Français le principe qu'il faudrait rester dans l'Union européenne, qui valide et qui certifie, enfin qui valide le CETA, qui valide le bœuf américain, etc., etc. Et puis la troisième chose qui nous vient des États-Unis, je voudrais dire un mot assez ému sur ces nouveaux mass shootings, comme on dit en américain, c'est-à-dire tueries de masse, qui ont eu lieu récemment à El Paso au Texas et à Dayton dans l'Ohio, à 9 heures d'intervalle. Il me semble que j'en avais déjà parlé il y a peut-être 8 mois ou 1 an dans un entretien d'actualité précédent. La situation aux États-Unis des tueries dépasse l'imagination. Vous avez sur Internet des sites Internet qui comptabilisent, qui précisent toutes ces tueries de masse qui ont lieu aux États-Unis sur le territoire américain jour après jour. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant les médias français ou les médias internationaux, on a l'impression qu'une fois tous les 6 mois, il y a quelqu'un qui est pris d'un acte de folie. Non, pas du tout. Pas du tout. Quasiment tous les jours que Dieu fait, eh bien, vous avez des tueries de masse aux États-Unis. Alors, les sites en question, je me rappelle avoir vu un site qui considérait une tuerie de masse à partir du moment où il y avait 3 morts. C'est-à-dire, en dessous, s'il y a que 1 mort ou 2, bon, c'est pas grave. Hein, c'est du tout, non. C'est dingue. Bon. Donc, même avec 3 morts et je sais pas combien de blessés, eh bien, on était dans le système, on en a au moins 1, 2, 3 par jour.
Si j'ai bien vu, en 2018, l'année dernière, si j'ai bien lu la statistique, il y a eu 40 000, je dis bien 40 000 Américains qui sont morts par arme à feu. 40 000 Américains morts par arme à feu. Voilà. C'est comme si en France, comme la population française est à peu près 5 fois moins nombreuse, c'est comme si en France, il y avait à peu près 8 000 morts par arme à feu chaque année. Donc, 8 000 morts divisés par 365, ça fait à peu près 22. Voilà. Si il y avait des tueries de masse en France comme il y a aux États-Unis, ça veut dire que tous les jours en France, il y aurait 22 morts de gens qui tomberaient sous des coups de feu. C'est-à-dire un par heure, nuit et jour. Un par heure, nuit et jour. C'est ça, les États-Unis d'Amérique, que l'on nous présente comme modèle à suivre. C'est une plaisanterie, c'est une sinistre plaisanterie. Alors il est vrai, bien entendu, qu'on sait qu'il y a une association, la National Rifle Association, la NRA, qui est une association de fabricants d'armes qui est extrêmement puissante aux États-Unis. Et il est vrai aussi que c'est dans la mentalité américaine depuis les assassinats de masse des Amérindiens, hein, puisque la nation américaine s'est quand même fondée sur quasiment un génocide des Amérindiens, qui ont été refoulés, dans quelques-uns ils restent dans des réserves. Mais donc il y a eu des tueries de masse au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle contre les peuples premiers en Amérique du Nord. C'est inscrit dans les gènes, si l'on peut dire, de la nation américaine, c'est que ils considèrent comme une liberté fondamentale le fait de pouvoir avoir des armes. Voilà. Le problème, c'est que avoir des armes avec un peuple qui est encadré par des valeurs transcendantes, il y a un très grand poids de la religion, etc., c'est pas bien. L'exemple de la conquête de l'Ouest le montre. Enfin, on pouvait estimer à la limite qu'il y avait un certain encadrement. Mais s'il n'y a plus l'encadrement de la morale publique, de la religion, de ci ou de ça, et que c'est le chacun pour soi généralisé et l'individualisme forcené, on en arrive à des sociétés qui versent dans la folie. Il y a de plus en plus de dingues, voilà, aux États-Unis, comme d'ailleurs en Occident de façon générale. Et puis des gens qui tirent dans le tas. Voilà, faut bien comprendre ce que ça veut dire. Si nous avions le même score qu'aux États-Unis, je répète, il y aurait quasiment une personne qui se ferait tuer par arme à feu toutes les heures, jour et nuit en France. Voilà ce que serait la société française. Alors, avant de terminer encore, parce que ça c'était les questions concernant les États-Unis, j'ai quand même deux petites choses encore à dire. Premièrement, une information qui est un peu passée inaperçue, mais qui est tombée il y a quelques heures et que sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est que le Parti fédéraliste européen, qui est un tout petit parti français qui propose une Europe fédérale, a fait 0,05% des suffrages aux élections européennes récentes. Mais c'est un parti qui a, moi je lui rends hommage. Je pense 100% du contraire de ce que pense ce parti fédéraliste européen, mais je lui reconnais une chose, parce que je me rappelle avoir débattu une fois avec sa vice-présidente, c'est que ce sont des gens honnêtes et sincères. C'est que ce sont des gens qui croient honnêtement et sincèrement dans la possibilité d'avoir une Europe fédérale. Voilà. Il y a un petit côté très bisounours. Voilà. Et je me rappelle avoir débattu avec la vice-présidente il y a 2 ans, je sais plus quoi. Elle n'avait en fait aucun argument à m'opposer à l'avalanche des contre-arguments que je lui donnais. Les seuls arguments qu'elle avait, c'était oui, mais j'aime bien le croire. Oui, mais il faut y croire. Il faut garder espoir, etc. C'est-à-dire, elle vivait un petit peu dans un monde idéal. Elle vivait dans un monde de bisounours. Mais au moins, ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens sincères. Ben, figurez-vous que ce parti fédéraliste européen a eu l'idée que de saisir le Conseil d'État pour ce que l'on appelle une question préalable de constitutionnalité, une QPC, au sujet du seuil de 5% imposé lors des dernières élections européennes, puisque pour avoir un député au Parlement européen, il fallait avoir 5% des suffrages. On en sait quelque chose, puisqu'il y a des pays où il n'y a pas. Il y a des pays où c'est 3%, des pays où c'est 1%, et des pays où il n'y a rien. Il n'y a pas de seuil. C'est en particulier le cas de l'Allemagne. Et donc la répartition se fait à la moyenne, au plus fort reste, ou à la plus forte moyenne, je ne sais pas comment ça se passe. Eh bien, le Conseil d'État qui a été saisi par cette QPC a examiné le dossier et là, la première information que l'on sait, c'est qu'il a considéré que c'était une information suffisamment substantielle et sérieuse pour que ce soit transmis au Conseil constitutionnel.
C'est-à-dire que désormais, le Conseil constitutionnel français vient de se voir transmettre, ce qui n'est pas rien. Ça n'est pas tout, mais ça n'est pas rien. C'est un premier pas. Le Conseil constitutionnel vient de se voir saisi officiellement par le Conseil d'État. C'est la seule façon actuelle pour des particuliers ou pour un groupe de particuliers de saisir le Conseil constitutionnel. Il ne peut pas le faire directement, comme ça serait le cas en Allemagne avec le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Nous, on ne peut pas le faire, mais on peut saisir le Conseil d'État qui va, lui, juger s'il doit saisir d'une QPC le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a maintenant sur sa table le fait de décider si c'était bien conforme à la Constitution française, le fait d'avoir un seuil de 5% et d'interdire aux partis politiques qui ont fait moins de 5% d'être représentés à Strasbourg. Alors, là où ça se pimente, c'est que ce seuil de 5% était celui que l'Allemagne voulait imposer. Or, un certain nombre de personnes ont saisi justement le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, c'est l'équivalent du Conseil constitutionnel en Allemagne, lequel avait tranché en disant ce seuil de 5% doit être supprimé, il ne doit pas avoir de seuil. Donc le Conseil constitutionnel français va se retrouver maintenant devant une situation assez savoureuse et que nous allons regarder, et vous avec nous sans doute, à la loupe. C'est que le Conseil constitutionnel soit décide de rejeter la question préalable de constitutionnalité et de dire que c'est tout à fait justifié qu'il y ait ce seuil de 5%. Mais à ce moment-là, on va pas pouvoir dire qu'on est en train de bâtir l'Europe, puisque l'équivalent du Conseil constitutionnel allemand, il y a quelques mois, avait dit exactement le contraire. On ne peut pas à la fois vanter le mérite du couple franco-allemand toujours plus proche, et sur un sujet de cette nature, prendre une décision radicalement opposée. Ça fera mauvais genre. Ça fera mauvais genre. Bon. Mais l'autre hypothèse, c'est que le Conseil constitutionnel dise, ben oui, en effet, nous allons, comme nos collègues d'outre-Rhin, considérer que ce seuil de 5% est nul et non avenu, ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres pays au sein de l'Union européenne qui ne l'ont pas appliqué. Et ne serait-ce que parce qu'il y a des partis politiques en France qui ne sont pas négligeables, qui n'ont pas pu avoir de représentation au Parlement européen. Si d'aventure le Conseil constitutionnel faisait droit, se rangeait du côté de cette demande, le Conseil constitutionnel pourrait donc peut-être demander, il renverrait ça au Conseil d'État, ça serait la décision qui serait prise, et on peut toujours rêver, peut-être que le Conseil d'État ferait en sorte d'annuler la décision qui avait été prise de mettre un seuil de 5% à ces élections. Si tel est le cas, alors là aussi, c'est comme Salvini tout à l'heure, ça fait beaucoup de si les uns après les autres, mais si le Conseil constitutionnel renvoyait avec un avis, effectivement, au Conseil d'État comme quoi cette question préalable est judicieuse, et si le Conseil d'État annulait la décision gouvernementale, ça voudrait dire que peut-être, l'État français serait obligé de revoir sa copie et que de modifier la composition des députés au Parlement européen qui ont été élus en mai dernier. Ça veut dire au passage bien que des partis politiques qui ont obtenu moins de 5% pourraient avoir des députés. Alors on n'en est pas là, mais sachant que nous avons fait, nous, 1,2%, sachant que les partis qui ont fait des pouillèmes de points, eux, ne pourraient pas avoir de parlementaires, peut-être, ça serait ric-rac, mais peut-être ne serait-il pas impossible que la liste de l'UPR se voit gratifiée au bout du compte d'un parlementaire européen, lequel serait le numéro 1 de la liste. Je vous laisse deviner qui ce serait. Ce serait votre serviteur. On n'en est pas là. Je pense que la probabilité reste quand même très faible. Mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à suivre et qui montre en tout cas que même au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, on n'emmène pas large sur cette décision profondément en fait injuste qui a été faite et dont je rappelle quand même que l'UPR a fait un score qui, si nous étions en Allemagne, je serais député européen. Et puis alors pour terminer définitivement cet entretien, c'est que je voudrais dire un mot sur l'affaire du référendum concernant la privatisation de l'aéroport de Paris. On a appris il y a quelques jours qu'il semble que le nombre de personnes ayant signé a atteint et dépassé les 605 000 signatures. Nous sommes au mois d'août. Alors, je voudrais dire quelque chose là-dessus. La première chose, c'est que je rappelle qu'il faut 4 600 000 signatures pour obtenir le référendum. C'est inaccessible, en fait. La réforme qui avait été faite de la Constitution française, en fait, c'était se moquer du monde.
600 000 signatures, c'était d'ailleurs à peu près ce que nous avions proposé dans notre programme. Nous, on avait dit 600 700 000 signatures pour avoir un référendum. On y est. Demander 4 600 000, 10% du corps électoral, c'est se moquer du monde. Donc c'est la première chose, c'est que la réforme constitutionnelle qui avait été faite sous Nicolas Sarkozy, visant avec des grands coups de violon à moderniser, démocratiser, c'était en fait ce que l'on appelle une fausse fenêtre, une truc tellement difficile à obtenir qu'on ne pouvait pas l'obtenir. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je voudrais quand même que les Français se regardent dans la glace. La privatisation d'Aéroports de Paris, c'est la privatisation d'un grand service public. Il y a eu une mobilisation de l'opinion publique sur le sujet. Derrière ce référendum, si un référendum avait lieu sur la privatisation d'Aéroports de Paris, il est, à mon avis, il est probable, sinon quasi certain, que la privatisation serait rejetée par les Français. Ça donnerait un formidable coup d'arrêt aux privatisations et ça mettrait le gouvernement dans une situation impossible vis-à-vis de Bruxelles et de la Commission européenne. Il est donc absolument fondamental que le maximum de Français se mobilisent pour apporter leur signature sur ce référendum. Il y a des millions de Français qui, si référendum il y avait, voteraient contre la privatisation. Et ce qui est tragique, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il n'y a que 600 000 personnes qui ont signé. Ça fait quand même maintenant plusieurs semaines. Nous avons appelé, on n'est pas les seuls, il y a quand même un certain nombre de forces politiques qui ont appelé à signer en faveur de ce référendum. Nous en sommes à 600 000. Il en faut 4,6 millions, il en manque encore 4 millions. Donc là, je voudrais attirer l'attention de mes compatriotes sur le fait que chacun est responsable de la situation telle qu'elle est. Et que ceux qui s'apprêteraient à voter contre la privatisation et qui ne signent pas le référendum sont coupables. Ils sont coupables, en fait. C'est eux qui sont responsables, puisqu'ils ne permettent pas que ce référendum ait lieu. Et je voudrais ici en revenir sur un débat qu'on a eu ici ou là, des gens qui reprochent à l'UPR de faire des scores modestes, et que ci et que ça, et que l'on ne s'y prendrait pas comme ci et pas comme ça. Mais nous arrivons à avoir 1,2% des suffrages dans des conditions épouvantables, alors que les médias font une omerta complète sur notre mouvement politique, alors que on a mis dans la tête des Français que le Brexit serait synonyme d'apocalypse, etc., etc. Eh bien, beaucoup de Français, malheureusement, ont suivi les médias. Eh bien, je suis désolé de dire, mais le référendum se heurte à au même problème que nous. Pourtant, le Rassemblement national, la France insoumise, le Parti communiste français, des forces sociales, tel ou tel parti politique, pas seulement l'UPR, ont demandé de signer. Eh bien, ça ne suffit pas. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Nous avons affaire à un combat de longue durée, de très longue durée. Et les personnes qui baissent les bras ne comprennent pas la difficulté de l'enjeu de la période que nous traversons. Ce qu'il faut, c'est tenir, faire preuve d'opiniâtreté. Parce que ça peut durer des années, mais au bout du compte, c'est nous qui gagnerons si nous restons fermes et solides sur nos convictions. Pourquoi l'UPR est-elle sortie de l'anonymat ? Pourquoi, quand je vais au bord de la mer, à la montagne, en province, à la campagne, en banlieue, etc., de plus en plus de gens commencent à me reconnaître, et toujours de façon très gentille, parce que ça fait plus de 12 ans. Plus de 12 ans. Et donc je voudrais ici rappeler à tout le monde que dès la rentrée, nous allons lancer les élections municipales, nous allons reprendre le fardeau et poursuivre notre marche en avant, parce que forcément, un jour ou l'autre, notre ténacité finira par payer, tout simplement parce que nos analyses sont les bonnes et que la construction européenne, qu'on le veuille ou pas, finira par exploser. Vive la République et vive la France. T'as l'air d'avoir la pêche. Oui, je remène la manif contre les délocalisations. T'es contre l'Union européenne. Non. Alors t'es pas contre les délocalisations. Si, je suis contre. Dans ce cas-là, tu es contre l'Union européenne. Non. Donc tu n'es pas contre les délocalisations. Si, je suis contre. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que toute restriction au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Alors t'es contre l'Union européenne. Non.
Alors t'es pas contre les délocalisations. Dans l'Union européenne, les délocalisations, c'est automatique. Si vous avez un doute, parlez-en avec votre médecin ou consultez les analyses de François Asselineau sur upr.fr. Téléchargez gratuitement notre application mobile pour ne rien rater de l'Union populaire républicaine. Retrouvez toutes nos vidéos, passages médias, entretiens et aussi toutes les conférences. Renseignez-vous sur le programme. Découvrez même d'où viennent les adhérents. L'application mobile UPR est disponible dès maintenant.